New York, fin des années 1970. Un petit colis ne pesant pas plus d'1 kilo vient d'arriver de Sicile. Il a l'air inoffensif. Pourtant, ce qu'il contient est mortel, mais vaut plus que de l'or. De l'héroïne presque pure et prête à être distribuée. 1 kilo comme celui-là peut produire des milliers de doses dans la rue. Ce kilo va générer des millions de dollars en liquide. Le colis arrive chez Frankie, un petit restaurant pizzeria à Brooklyn. À première vue, rien ne semble anormal. Mais derrière le comptoir, des millions de dollars d'héroïne circulent, une part à la fois. Ce n'était pas un simple réseau de trafic de drogue, c'était un système de distribution méticuleux. Caché en pleine vue, opérant derrière la façade de petites pizzerias new-yorkaises. Ce qui ressemblait à des pizzerias de l'extérieur était, à l'intérieur, des entrepôts de drogue pour la mafia. Pendant des années, personne ne le savait, jusqu'à ce qu'un agent du FBI en couverture infiltre la mafia et fasse tout s'effondrer. Comment ce réseau de l'héroïne à la pizza fonctionnait-il? Et comment un seul homme a-t-il réussi à détruire un empire du trafic de drogue valant des centaines de millions? Voici comment la mafia faisait circuler l'héroïne derrière le plat préféré des Américains. Quand la police française a démantelé la célèbre filière French Connection en 1972, la chaîne d'approvisionnement mondiale en héroïne a été perturbée. La Cosa Nostra sicilienne, principalement connue pour l'extorsion et le racket, voit dans ce marché des stupéfiants désormais sans maître une nouvelle mine d'or. L'héroïne est plus facile à déplacer, plus difficile à tracer et infiniment plus rentable. Le premier maillon de cette nouvelle chaîne mondiale commence au Moyen-Orient. Des agriculteurs dans les champs de pavots de Turquie, d'Iran et du Liban extraient l'opium brut et le vendent au kilo. L'opium brut est ensuite expédié à travers la Méditerranée où la mafia sicilienne attend dans les ports de Palerme ou de Naples. Dans la campagne sicilienne, des granges et des sous-sols deviennent des laboratoires clandestins. Des chimistes, souvent formés à Marseille ou à Naples, opèrent sous la protection de la Cosa Nostra et raffinent l'opium en base de morphine, puis en quelque chose de bien plus puissant, l'héroïne. L'opération est dirigée par Gaetano Badalamenti, alias Don Tano, le patron de la mafia de Tunisie à l'époque. Et il sait que si son business doit atteindre son plein potentiel, il a besoin d'une porte d'entrée vers le marché américain. Il l'appelle Il Trafico. Il ne faut pas longtemps à Don Tano pour trouver l'opportunité. De l'autre côté de l'Atlantique, la famille Bonanno de New York est affaiblie par des guerres internes et cherche une nouvelle source de revenus. Son capot né en Sicile, Salvatore Catalano, alias Toto, n'est pas un inconnu pour Don Tano. Tous les deux ont grandi dans la même ville sicilienne et partagent des liens familiaux et commerciaux. Toto Catalano devient le pont parfait pour faire entrer l'héroïne aux États-Unis. Badalamenti et Catalano unissent leurs forces. Don Tano a la marchandise, Toto a de l'influence dans le milieu américain et un grand nombre de pizzerias à disposition. Ensemble, ils créent un système d'expédition et de distribution qui va passer inaperçu pendant des années, derrière une couverture d'une simplicité géniale. La pizza. Les pizzerias étaient la façade de blanchiment d'argent idéale pour la mafia. Elles sont faciles à ouvrir et fonctionnent essentiellement en liquide. À l'époque, les cartes de crédit n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui, surtout pour les petits achats et dans les milieux populaires. Les pizzerias traitaient en petites coupures, jour et nuit, sans laisser aucune trace ni aucun document. 10 000 $ provenant de la vente d'héroïne deviennent 10 000 $ de recettes pizzeria à la fin de la nuit, et personne ne peut faire la différence. Les pizzerias n'éveillaient pas non plus les soupçons. Dans les années 1970, des milliers d'immigrés italiens ouvraient de petits restaurants partout en Amérique. Le timing ne pouvait pas être mieux. Pour la police, c'était des gens honnêtes et travailleurs qui poursuivaient le rêve américain. Mais pour la mafia, c'était le camouflage parfait. Si un endroit comme Al Dente Pizza à Brooklyn ou Pizza Chef dans le Queens prétendait faire 15 000 $ de recettes un week-end, personne ne pouvait prouver si l'argent venait des parts de pepperoni ou des deals d'héroïne dans l'arrière-salle. Pendant près d'une décennie, le système a fonctionné à la perfection, jusqu'à ce qu'un homme entre, prétendant être un voleur de bijoux. Il s'appelait Donnie Brasco, et il allait tout changer. Pendant des décennies, les autorités ont essayé d'infiltrer la mafia. Ils posaient des micros sur les téléphones et payèrent des informateurs.
Mais avoir un vrai homme à l'intérieur était considéré comme impossible. La mafia n'était pas simplement une organisation criminelle. C'était une famille construite sur la culture, la fraternité et une règle fondamentale, l'omerta. Le serment du silence. Pas de contact avec la police, pas de bavardage sur les affaires de la famille et même pas d'admission de l'existence de la mafia. Le silence n'est pas seulement une question de loyauté, c'est une question de survie. Briser le serment du silence, c'est un aller simple vers l'au-delà. Pas de procès, pas de deuxième chance, juste une balle dans la tête tirée par un ami de toujours. De l'extérieur, le FBI pouvait voir le pouvoir de la mafia, mais ne comprenait pas comment l'opération fonctionnait parce que tout était protégé par le silence et le secret. Ils ont donc pris le plus grand risque imaginable, ils ont envoyé un agent en couverture au cœur même du milieu. En 1976, l'agent du FBI Joe Piston part en mission d'infiltration dans la mafia. Pas comme simple informateur, mais comme l'un des leurs. Piston reconstruit une vie from scratch. Il devient Donnie Brasco, un petit voleur de bijoux de Floride. Pendant des mois, il fréquente les bars où traînent les hommes de main. Il étudie leur argot, leurs manières, leurs codes de la rue, attendant patiemment son opportunité. Son premier contact vient par un barman qui le sert régulièrement. Un petit associé des Bonanno qui croit que Donnie est exactement ce qu'il prétend être. Un voleur habile qui cherche protection et opportunité. Par son intermédiaire, Donnie rencontre Benjamin Ruggiero, alias Lefty. Un vieux de la vieille de la mafia qui était dans le milieu depuis des décennies, mais n'avait jamais vraiment gravi les échelons. Lefty se prend d'affection pour Donnie. Il aime ses manières et son sens de la répartie et décide de le prendre sous son aile. Lefty se porte garant de Donnie auprès de son patron Dominic Napolitano, alias Sonny Black, l'un des personnages clés de la famille Bonanno à Brooklyn. Et comme ça, Donnie est dedans. Le bureau a un homme à l'intérieur. Pendant les 6 années suivantes, Donnie vit comme un mafioso. Ils fêtent leurs anniversaires, partagent des repas avec leur famille et accomplissent leur mission. Il voit la violence de près, assiste à des réunions sur l'usure et l'extorsion et apprend la politique interne des 5 familles mieux que quiconque à l'extérieur ne l'avait jamais fait. Au début, sa mission est de cartographier la structure de la famille Bonanno, de savoir qui répond à qui et où va l'argent. Mais avec le temps, il commence à entendre des murmures qui vont bien au-delà de New York. Des histoires d'expéditions depuis la Sicile, de cargaisons arrivant dans des caisses marquées huile d'olive ou fromage, de pizzerias qui brassaient de bien plus de liquide qu'elles ne pourraient jamais en gagner en vendant des parts. Donnie réalise qu'il n'est pas seulement à l'intérieur d'une famille mafieuse. Il effleure quelque chose de bien plus grand. Il ne connaît pas encore le nom de la connexion pizza, mais il vit déjà dans le monde qui la rend possible. Les visages, les voix et les habitudes qu'il accumule aideront plus tard le bureau à faire le lien entre la mafia sicilienne et ses partenaires américains. Plus il s'enfonce, plus Donnie devient réel. Il cesse d'être Joe Piston avec un badge et commence à penser comme Donnie Brasco, le voleur. Il passe des mois sans voir sa famille. Il vit constamment sur le qui-vive parce qu'un mot de travers, une petite erreur, et on le ferait entrer dans une pièce dont il ne ressortirait jamais. Tout le monde sait que si la mafia soupçonne quelqu'un de coopérer avec la police, elle n'attend pas de preuves, elle agit vite et sans pitié. Les indices sont soit abattus devant témoins, soit ils disparaissent pour que leurs corps soient retrouvés plus tard dans des coffres de voitures, des rivières, sous des chantiers de construction. La seule protection de Donnie, c'est sa couverture et la confiance d'homme qui le tuerait sans hésiter s'il découvrait la vérité. Donnie est dedans, mais il a encore un long chemin à parcourir. Un soir, en 1978, Piston enfile un enregistreur et appelle Lefty depuis une cabine téléphonique. Lefty venait de sortir d'une réunion tendue et il est furieux. Quelqu'un vendait de l'héroïne dans le dos de la famille et Donnie était le principal suspect. Lors de l'appel, Lefty dit « Tu l'as secoué et tu as pris l'argent de la drogue ». Sous-entendant que Donnie avait conclu un deal et touché de l'argent de la cam. Ça prouvait que la famille Bonanno était jusqu'au cou dans le commerce d'héroïne, même si elle l'avait toujours nié. Cet enregistrement sera plus tard une preuve clé au tribunal, mais à ce moment-là, il faillit coûter la vie à Donnie.
Peu après cet appel, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles quelqu'un dans l'équipe faisait des fuites. Les Bonanno deviennent paranoïaques, les corps se mettent à tomber et la confiance s'effrite. Si Donnie restait, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il soit éliminé. Le FBI devait mettre fin à l'opération. En 1981, Piston est finalement sorti de l'ombre. Avec les pistes, les enregistrements et les informations qu'il avait fournies, le FBI fait passer son enquête à un tout autre niveau. Ils savent que l'héroïne vient de Sicile, que les distributeurs sont aux États-Unis et que l'argent atterrit dans des banques suisses. Différents agents dans différents pays avaient des pièces du puzzle, mais personne n'avait le tableau complet. Parce que le FBI n'avait pas d'autorité directe pour enquêter sur le trafic de drogue à l'étranger. Ça change en 1982. Le gouvernement américain adopte une nouvelle loi, le RICO Act, qui donne au FBI l'accès légal pour enquêter sur le crime organisé. Le bureau obtient de nouveaux pouvoirs qui rendent enfin possible le démantèlement de cette affaire. Et pour la première fois, ils peuvent suivre les drogues et l'argent dans un effort mondial. Au lieu de commencer par les revendeurs de rue, ils commencent par les comptables. Les agents retracent les dépôts bancaires de petites pizzerias vers des comptes étrangers en Suisse, en Espagne et au Luxembourg. Un restaurant de Chicago, presque toujours vide, envoyait d'une manière ou d'une autre des centaines de milliers de dollars à l'étranger chaque mois. Un autre dans le New Jersey virait 200 000 $ vers une banque suisse contrôlée par Vito Badalamenti. Maintenant, le FBI avait besoin de preuves. Ils construisent un réseau d'écoute de téléphonique, de micros et de traducteurs qui s'étend de Brooklyn jusqu'à Palerme. Chaque appel, chaque conversation, chaque expression codée est enregistrée et analysée. Ils suivent des coursiers dans les aéroports, surveillent des passeurs d'argent dans des halls de banque et filment des réunions nocturnes à travers les vitres des pizzerias de Brooklyn. L'enquête prend de l'ampleur et elle ne se limite plus à l'Amérique. En Italie, le procureur antimafia et juge d'instruction Giovanni Falcone enquête sur des flux d'argent similaires liés aux expéditions d'héroïne depuis Palerme. En Suisse, des banquiers signalent discrètement des virements suspects. En Espagne, la police commence à pister des fugitifs siciliens cachés sur la Costa Brava. Pour la première fois, les forces de l'ordre de plusieurs pays travaillent ensemble contre un seul et même réseau criminel. Après des mois de surveillance, ils obtiennent enfin ce qu'il leur faut. Une écoute capture Gaetano Badalamenti en train de donner des instructions depuis l'Espagne à ses partenaires américains. Les références codées correspondent parfaitement aux registres financiers et aux documents d'expédition. Et avec ça, le FBI sait qu'il est temps de frapper. 8 avril 1984. Avant l'aube, des centaines d'agents se mettent en mouvement en silence sur 3 continents. À Madrid, la police espagnole encercle un appartement où Gaetano Badalamenti vivait sous une fausse identité. Quand il ouvre la porte, l'ancien puissant patron sicilien se retrouve face à Interpol et au FBI. À New York, des équipes font simultanément irruption dans des pizzerias, des entrepôts et des maisons en banlieue. Les portes sont enfoncées, des liasses de billets, des registres et des armes sont saisies. La même scène se déroule à Chicago, dans le New Jersey et en Floride. Chaque maillon de la chaîne est frappé au même moment. À Palerme, les carabinieri italiens donnent l'assaut dans des villas de campagne et des appartements en ville, arrêtant des coursiers et des comptables liés au même réseau. En quelques heures, l'empire invisible qui s'étendait à travers les océans se retrouvait soudainement les mains dans les menottes. Et tout avait commencé avec Donnie Brasco. Les Américains n'arrivaient pas à croire que leur pizzeria du quartier avait fait partie d'une opération de drogue valant des milliards de dollars. L'enquête avait pris près d'une décennie, mais le secret le plus lucratif de la mafia était désormais exposé. En 1985, le bureau du procureur américain de New York dépose des charges contre 35 accusés dans plusieurs pays. 18 d'entre eux font face à ce qui allait devenir le procès de la connexion pizza, le procès pénal le plus long et le plus complexe de l'histoire américaine. Puis vient le choc. 2 mafiosi de haut rang, Tommaso Buscetta et Salvatore Contorno, acceptent de témoigner, brisant l'omerta sacrée, le code du silence de la mafia. Leur témoignage est le dernier clou dans le cercueil de l'organisation. Peu après, le jury rend son verdict. Coupable. 18 accusés sont condamnés pour trafic de stupéfiants, racket et blanchiment d'argent.
Gaetano Badalamenti, l'architecte de l'Empire, écope de 45 ans de prison fédérale. La connexion pizza valant plus de 1,6 milliard de dollars est officiellement terminée. Joe Piston, alias Donnie Brasco, a prouvé que la mafia n'était pas invincible. Donnie Brasco n'a pas seulement contribué à démanteler la connexion pizza. Il a réécrit le manuel contre le crime organisé. Avec le RICO, le FBI a ensuite fait tomber les chefs des 5 familles new-yorkaises lors de la célèbre affaire de la Commission et a finalement utilisé la même stratégie pour démanteler des cartels, des gangs et même des organisations terroristes.